Première des choses, je vais commencer par une chose. Euh, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis à la présidence de l'association. Et aussi loin que je me rappelle, euh, quand j'ai décidé d'accepter d'emblée la présidence de l'association, ma première et ma seule objectif que j'avais quand j'étais là, c'est de vraiment de vivre la mission d'organisation qui était de représenter, défendre et promouvoir les intérêts économiques et sociaux des propriétaires de boisés. Et je n'ai jamais lâché de morceau. À ma première année comme président, je l'ai fait encadrer autour de moi. Je la tiens à bout de bras tout le temps. Puis, à ce que je sache, je suis jamais venu à l'association avec un projet de dire il faut faire la mise en marché collective, il faut faire telle affaire avec des projets bien spécifiques. J'ai toujours été là pour écouter, puis de faire de mon mieux pour faire avancer à travers l'organisation, faire évoluer l'organisation au meilleur de mes connaissances, puis au meilleur des efforts que je pouvais y faire. Présentement, on arrive à une situation où on a un projet ou une situation, puis on va se dire des vraies choses, là, depuis la disparition de la pitoune, le prix du boîtillage depuis les 15 dernières années, conseil collectif, pas collectif, peu importe, on a peu ou pas d'impact pour faire évoluer les marchés. Quand on fait des assemblées, bon, ben, il y a un paquet de producteurs ou un paquet de personnes qui nous interpellent, qui nous disent ben, touchez pas à ça, on est correct tout seul, puis il y a d'autres producteurs qui disent touchez-y, ça va nous aider. Et c'est toujours un dilemme, pas un dilemme, mais c'est toujours difficile. Puis des fois, on a de l'air de personnes qui ne savent pas trop ce qu'on s'en va. Puis c'est pas l'impression qu'on veut laisser. On sait ce qu'on s'en va, mais on veut vraiment, moi en tout cas, je veux vraiment suivre la bonne voie, pas diplomatique, mais démocratique pour être capable d'avoir un mandat fort, puis être capable d'aller, que si on décide collectivement de faire la mise en marché collective, que je chante que l'ensemble des producteurs, pas la totalité, c'est impossible. De vivre la totalité des gens derrière moi, là, je ne suis pas là. Dans l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs de la forêt privée, c'est derrière moi. Dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de commentaires autant sur les réseaux sociaux, on a eu des réponses, puis je trouve ça de valeur, puis M. Bertrand Boutin, il était là tantôt, je trouve ça de valeur qu'on rouvre une merveilleuse histoire de 60 ans de mise en marché collective dans le bois et qu'on relate l'histoire en disant les 2, 3 dernières pages du livre, là, ben, c'était ça l'histoire de la mise en marché collective dans le bois. Et ça, c'est vraiment pas faire honneur à ce qui s'est passé dans les 60 dernières années, parce qu'en passant, ça a fait depuis 62 qu'il y a une mise en marché collective dans le bois au niveau de la pâte. Et de faire une image que l'image de la mise en marché collective, c'est l'image d'un marché en déclin où on a perdu la pitule, où on a d'un marché difficile, où c'est plus difficile de voguer là-dedans, puis de dire que c'était ça la mise en marché collective, pour moi, ça fait pas de sens. La mise en marché collective a permis dans les 60 dernières années, elle a permis à l'ensemble des producteurs, à l'ensemble des régions, à l'ensemble des municipalités de se développer pendant plusieurs années de l'histoire, d'avoir un prix là, au niveau de la pitoune décent dans un marché où ce qu'on avait. Et il faut se rappeler qu'avant de la mise en marché collective, c'était des prix dérisoires pour les producteurs. C'était un prix qui n'avait aucun bon sens. La mise en marché collective, elle a permis pendant de nombreuses années d'avoir des prix extrêmement intéressants, des conditions de marché égales pour tous, puis ça l'a permis à un paquet de personnes de rêver, de vouloir acquérir un lot forestier parce qu'on pouvait livrer notre bois facilement et on pouvait être capable de produire du bois. Les dernières années, oui, on les a toutes vécues. Je les ai vécues comme président, je les ai vécues comme producteur. Ça a été vraiment plate de contingenter, d'imposer à des transporteurs de faire des petits voyages de 3 cordes, 5 cordes, 4, 5 cordes d'un site-là. Puis on l'a tout le temps fait en respectant la volonté des producteurs d'avoir le marché là jusqu'à la dernière limite. Puis si on n'avait pas été là,
dans les dernières années, probablement qu'on aurait perdu ce marché-là 5-10 ans avant, puis on aurait été 10 ans encore de plus sans marché pour notre petit bout. Fait que moi, je suis quand même assez fier de comment ça a été fait, même si ça a été difficile. On a toujours été là pour l'ensemble des producteurs d'un bout à l'autre. Puis l'histoire des 60 dernières années de la mise en marché collective, si on lirait tout d'un bout, on dirait que c'est une belle histoire qui a fini difficilement, mais qu'en général, c'est une belle histoire. Fait que je voulais au moins mettre cette dimension-là là-dedans. Une des questions qui a été relatée, on a comparé avec le sirop, le lait, la volaille, etc. Tantôt, on parlait de ça fait 60 ans que la mise en marché collective dans le bois vert, mais vous savez que pour faire pousser un arbre, pour le vendre d'un marché, ça prend aussi à peu près 60 ans. Je me pose une question comme producteur, puis ça a déjà été évoqué. Comment qu'on peut, comme producteur, après un effort de 60 ans comme sylviculteur, à laisser pousser un arbre, à le planter, puis à le laisser grandir, à l'entretenir, puis d'arriver au moment de la vente, puis de dire, c'est pas grave, on aura le prix qu'on aura, on n'est pas organisé, puis si le marché est bon cette année-là, ça ne sera pas pire, puis s'il n'est pas bon, c'est pas plus grave que ça. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Une production laitière, ils sont organisés, ils peuvent se reprendre une vache, un cycle de lactation de vache, et c'est aux années. Une production de maïs, à toutes les années. Le sirop d'érable, c'est à toutes les années. Cette année, les producteurs de sirop d'érable, on a tous vécu une mauvaise année. Mais l'année prochaine, l'année passée, on a eu une extrêmement bonne année, puis l'année prochaine, on peut se reprendre. Mais quand tu scies ton arbre et que ça c'est un transporteur, pas un transporteur, mais un contracteur qui est le bûche, un producteur lui-même qui est le bûche, la seule façon quasiment dans ta vie, dans ta génération, de prendre ton profit là-dedans, c'est cette année-là, puis qu'on n'est aucunement organisé, puis qu'on laisse ça aux aléas du marché, comme sans faire aucun effort pour s'organiser. Moi, ça me dépasse un petit peu, puis je pense que faut vraiment trouver des solutions pour, comme propriétaire de forêt privée, de s'organiser. Puis, on le dit maintes et maintes fois, l'imagination du coffre à outils, elle est immense. Il faut arrêter de mettre toutes les choses qui ne pourront pas marcher, puis rajouter des outils qui vont marcher dans le coffre à outils pour faire que ce projet-là soit fonctionnel. Depuis que je suis tout petit, que je nage à travers les producteurs agricoles, c'est ma deuxième famille. Même si je ne suis pas issu de producteurs agricoles, j'ai nagé depuis mon très, très, très jeune âge au niveau des agriculteurs, au niveau de ça. Je les ai vus aller au niveau de nombreuses. Je n'ai pas autant d'expérience que M. Boutin, assurément pas. Mais j'ai assez d'expérience pour voir que rendu à 53 ans, j'ai probablement passé les 45 dernières années à côtoyer des producteurs, puis à voir que quand ils ont décidé de faire la mise en marché collective pour la plupart de leurs produits, il y avait des affaires qui étaient là. À chaque fois, ils ont fait c'est pas une question de répartir, ils ont créé la richesse. Quand ils ont été arrivés dans le lait, quand ils ont arrivé dans le sirop, ben, la vraie réponse, c'est qu'ils n'ont pas réparti la richesse, puis ils n'ont pas eu un meilleur ou un prix. Ils ont créé tout simplement une nouvelle richesse. Ils ont créé des possibilités à des gens d'investir à travers leur production. Ils ont créé des situations pour que des fournisseurs à côté s'enrichissent puis se bâtissent des entreprises à côté, puis ils ont aussi créé des conditions gagnantes pour qu'il y ait de la relève. Aujourd'hui, dans les dernières assemblées de plans conjoints, ben, quand je vous écoute, les producteurs, avec vos défis, est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire ça? À peu près pas. On est en train de créer un système où la relève s'y intéressera peu ou pas. On est en train de désintéresser les gens d'aller dans le bois. Présentement, les contracteurs qui vivent à nos dépens, parce que c'est nous autres qui possèdent la richesse pour la plupart, il faut se le mettre dans la tête, ce n'est pas les contracteurs, ce n'est pas les transporteurs. Ils sont obligés de travailler 2 fois plus dur parce que le prix n'est pas là. Tantôt, je pense que c'est Antonin qui a dit ça, qu'il faut qu'ils travaillent jour et nuit pour se faire un salaire. Ça n'a pas de sens. Tout ça parce que le prix à la base de la richesse, du produit visé, de la façon qu'on travaille, n'est pas là. C'est sûr que les producteurs, ils ont des grandes qualités. La première des choses qu'ils ont, les producteurs, c'est qu'ils ont de la résilience.
Ça veut dire que quand il nous arrive des coups durs, ils sont capables de se relever rapidement. Les producteurs, souvent, sont solidaires, sont une grande famille, ce qu'on n'est pas dans le bois. Dans le bois, c'est plus difficile d'avoir cette solidarité-là au niveau du bois, ce que les producteurs ont. Les producteurs, ils ont toujours une pensée collective. Depuis que je me rappelle des corvées quand qui n'allaient pas bien ou quand il arrivait un malheur, tout le monde se mettait ensemble pour s'entraider. C'est des choses qui sont perdues au niveau de la forêt. Puis, un des éléments, tantôt, on a tout émis un après l'autre, tout ce qui était la peur, tout ce qui était les craintes, tout ce qui était les défaites pour pas que ça marche. Mais on a très peu dire les raisons pourquoi que ça marcherait, puis les façons qu'on devrait utiliser, puis on a très peu parlé de courage de prendre la décision. Aujourd'hui, ce qu'on a comme réflexion, c'est de prendre la première action de courage qu'on a à faire, c'est de dire à notre organisation, pouvez-vous regarder sérieusement un coffre d'outils qui va nous permettre d'avoir une meilleure mise en marché, d'avoir un meilleur prix pour notre bois, sans le garantir. Je n'ai pas la prétention que je vais garantir un meilleur prix, mais je vais essayer très, très fort, par exemple. Est-ce que vous êtes capable de regarder pour avoir un système qui va créer de la richesse au lieu de créer des problèmes? Êtes-vous capable de trouver un système qui va s'adapter à la réalité du marché d'aujourd'hui, qui va tenir compte des acteurs de la forêt autour de nous autres, tout en protégeant les personnes, les acteurs principaux de la forêt privée, qui sont les propriétaires et producteurs de forêts privées? Puis êtes-vous capable de me trouver un système qui va faire que mon garçon, ma fille, de façon encouragée, va décider, je m'en vais, moi aussi, je vais continuer de prendre la relève de la terre à bois de papa, de grand-papa ou de grand-maman, peu importe, qui va s'embarquer là-dedans avec une possibilité de croire en l'avenir. Puis présentement, comme groupe de producteurs, là, on fait tout sauf ça. Et moi, ça m'interpelle. Si vous me demandez ce que j'en pense, c'est ça qui m'interpelle le plus. Comment qu'on va le faire, moi, je crois au bon jugement. J'ai démontré avec Martin, avec le conseil d'administration dans les dernières années, qu'on était à l'écoute des gens. On a rencontré des groupements, on rencontre les industriels, on rencontre les gens. Je ne suis peut-être pas le plus grand, la personne qui parle le plus fort au monde, mais une chose qui est sûre, j'ai un brin d'authenticité, puis j'ai un brin aussi d'écoute, puis j'écoute les producteurs, je les écoute dans ma vie de tous les jours. Quand on a ramené ça d'avant-plan en 2020, la mise en marché collective, en 2021, c'est pas parce qu'Éric avait un rêve, c'est pas parce que Martin avait un rêve, c'est pas parce que le conseil d'administration avait un rêve de faire la mise en marché collective, c'est parce que les producteurs, les propriétaires ont pris le téléphone, ont pris des appels, ont appelé à l'association, ils m'ont appelé chez nous, ils m'ont interpellé dans la rue parce qu'à un moment donné, après 8 ans, avec ma face qui apparaît sur le bulletin à tous les semaines, ils finissent par me reconnaître dans la rue. Ils m'accrochent, puis ils me disent, Éric, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Et par le fait même, j'ai demandé de faire des assemblées de producteurs pour être capable d'avoir le pouls. On fait des sondages, puis on consulte. Puis, comme président, assurez-vous que si je vais respecter la voix des producteurs. Si vous me donnez un mandat, si vous donnez un mandat à l'organisation de construire un coffre d'outils, on va mettre toutes nos énergies pour construire le meilleur coffre d'outils possible. Et si vous nous dites, ben allez-y pas, puis faites votre chose, c'est votre choix. On va le respecter comme on l'a fait en 2017, parce qu'en 2017, c'est ce que vous nous avez dit. On va s'organiser mieux tout seul. Allez-vous-en avec un groupe de vente de votre bord, puis laissez-nous faire tout seul ceux-là qui sont organisés. Puis on est 4 ans, 5 ans plus tard, la meilleure période de l'histoire de la production forestière, où ce que les prix du bois ont été les plus hauts dans l'histoire. On n'a rien capté, ni nous autres, ni personne. Et les seuls qui ont capté cette richesse-là, ben c'est les transformateurs, les moulins, parce qu'ils étaient mieux organisés, puis qui ont réussi à planifier et à prévoir tout ça, puis nous autres, on n'avait pas d'outils pour le capter. Ça fait ça, c'est un premier élément au niveau de l'organisation, puis ça va prendre du courage pour prendre cette décision-là,
Puis je pense qu'on n'a pas meilleure opportunité de penser d'avoir peur que les gens vont aller aux États-Unis, qu'ils vont faire. C'est de la peur, à mon avis, c'est un manque de courage. Présentement, quand on rencontre les sieurs, ils ont le goût de travailler avec nous autres. On a un bois de qualité, on est un fournisseur fiable comme ensemble de producteurs. On n'a pas raison de ne pas avoir confiance en nous autres pour se présenter devant un sieur de la Beauce et d'être capable de vendre notre bois de façon ordonnée. Puis on va être capable de le faire de la bonne façon. Deuxième des choses qui m'interpelle le plus, puis ça, on a parlé longtemps de la possibilité forestière, puis on a parlé de tout ça. Présentement, en Beauce, puis partout au Québec, on a zéro mécanisme pour s'assurer qu'on a un respect de notre possibilité forestière. Présentement, c'est un libre marché. On le voit pendant les 3 dernières années, ça bûche plus la capacité. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? On le dit souvent, possiblement non à court terme parce qu'on avait du backlog. Ça veut dire que si on fait une moyenne de 15 ans, on est à peu près à 95 d'utilisation. Mais si on continue de même, on va la dépasser. La mise en marché collective va permettre de prendre nos responsabilités comme propriétaires d'une richesse naturelle, puis de dire on s'organise nous autres-mêmes pour s'assurer qu'on protège notre ressource naturelle. Si on laisse aller puis là, c'est pas, j'en veux pas aux contracteurs ou aux entrepreneurs ou aux autres, mais si on laisse aller ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mettre un stop. Ça ne sera pas nous autres. On va perdre le contrôle de ça. Ça sera les municipalités, ça sera le gouvernement qui va dire, ou les citoyens qui diront, mais regarde, on l'a vu en forêt publique, ils ont de la pression, puis on l'aura, cette pression-là, en forêt privée, puis on n'aura pas su être à la hauteur pour prendre des décisions de s'organiser pour protéger cette richesse-là. On ne peut pas bûcher 30-40 de plus que notre possibilité forestière sans avoir des conséquences à court moyen terme. Ça fait que c'est pour ça que ça m'interpelle, puis de se donner un mécanisme, d'être capable de demander, de dire, ben regarde, on s'en occupe, on a un contrôle, puis on sait ce qu'on s'en va là-dessus. Fait que ça, c'est un autre élément de la mise en marché collective. Une des dernières choses, vous avez vu le projet de Resolve, puis Éric, on te perd. Que dans le projet de Resolve, puis dans d'autres projets, que les producteurs forestiers, que les propriétaires forestiers, c'est des actionnaires de ces projets-là. Dans le projet de Resolve, on a une place de réservée comme groupe d'actionnaires. C'est sûr que ce ne sera pas Éric Lich, ni Martin, ni Pierre-Jean-Jacques. Ça va être un actionnaire, un fonds d'investissement de producteurs, mais on a une place de choix là-dedans. On est en train de faire des démarches pour être capable d'avoir un fonds d'investissement qui c'est correct, qui va permettre à plusieurs producteurs, plusieurs propriétaires de pouvoir investir des sommes privément là-dedans et de devenir un actionnaire important de ce groupe-là. Et moi, je n'en veux une place parce qu'il faut démontrer que si on veut qu'il y ait des projets s'installent chez nous, qu'on est prêt à nous autres aussi à investir dans un projet et qu'on y croit. Ça fait que ça, c'est drôlement important. Puis quand on voit des projets comme Resolve, il y en a d'autres. Parce que, tu sais, on commence à faire des réflexions, Martin et moi, le conseil d'administration, sur des projets avec des usines de deuxième et troisième transformation. Quand on décide d'aller visiter des usines, on s'aperçoit que le bois d'œuvre a pris toute la place, mais en deuxième et troisième transformation, il y a un monde d'utilisation de notre bois. Et on n'est pas là, pas en tout, comme transformateur, comme fournisseur principal de bois. Il va falloir explorer ces marchés-là pour être capable de faire des bois de différentes dimensions, de différentes qualités pour fournir ces bois de deuxième, troisième transformation. Il y a un potentiel immense, inexploré qui est là. Puis nous, on travaille là-dessus à faire ces explorations-là, mais c'est une voie d'avenir pour aussi des développements de marché au niveau de la forêt privée. Je reviens au dernier point que j'ai mis en mer parce qu'on a parlé de plan conjoint provincial. Dans nos structures actuelles, idéalement, pour avoir une force de frappe, puis Paul Doyon il disait que c'était un rêve qu'il y avait. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une étape qu'il faut arriver là, parce que le vrai pouvoir, c'est un plan conjoint provincial, assurément. Il y a 2 bémols là-dedans, c'est de s'assurer de conserver notre identité régionale pour être capable d'avoir cette identité-là qui est surtout dans un pays de Gaulois, comme j'ai dit à M. Maher, que c'est super important d'avoir cette identité-là.
Puis la deuxième des choses, il faut y aller par étapes parce qu'on n'a aucun pouvoir, j'ai aucun. Il faut que les 13 plans conjoints régionaux deviennent titulaires de la mise en marché collective dans le siège. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que faire le changement d'un coup de 13 plans conjoints pour un plan provincial, c'est un très, très gros travail de longue haleine. Ça fait que le choix qu'on a décidé, parce que je siège au niveau de la fédération, c'est d'être capable de faire des analyses dans chacune de nos régions pour faire évoluer le plan provincial, le plan régional. Puis après ça, un coup qu'on a remis en œuvre des choses, si c'est la volonté des producteurs, bien sûr, puis si c'est une opportunité, bon, on le rendra au niveau provincial, mais il faut suivre les bonnes étapes. Fait que je ne veux pas aller plus loin dans mon mot, mais je voulais mettre certains éléments là-dedans. Moi, je reviens à la mission de l'organisation qui est à la base défendre, représenter et faire la promotion des propriétaires et des producteurs forestiers. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on répond et c'est notre mission première. Et c'est eux autres qui vont avoir le vote en dernier pour dire on fait confiance à l'association ou on reste comme on est là. Et je vais m'en tenir à tout ça. Ça fait que merci de m'avoir écouté, mais je pense qu'il faut se faire confiance un petit peu plus que ça. Je pense on a prouvé qu'on était capable, surtout dans les bonnes années du marché de bois de pâte, d'être un excellent fournisseur en forêt privée. Fait que si vous avez des commentaires, je vous les prendrai. Sinon, on va t'avouer de finir ça. Il y en a plusieurs qui vont tomber fatigués. Un pouce levé.